Bonjour à tous, donc bienvenue à ce webinaire où nous allons parler des recrutements au sein des PME et ETI et on va revenir sur un baromètre qui a été mené entre Célescope et Cadre Emploi et donc pour ce webinaire je suis accompagnée de Damien Leblond, associé fondateur de Célescope. Bienvenue Damien. Merci Carole, bonjour. Et de Julien Breuil, donc, qui est directeur des études Cadre Emploi. Bonjour Carole. Alors, aujourd'hui, deux grandes parties sur ce webinaire. D'abord, on va parler des données marché. Donc, Julien, tu nous redonneras les derniers chiffres et les perspectives économiques, même si on s'était déjà vu à ce sujet. Et puis ensuite, on enchaînera sur les résultats du baromètre de Célescope et Cadre Emploi. Peut-être en quelques mots, Damien, la raison de ce baromètre qui a été mené récemment. Bien volontiers, oui, c'est la deuxième version, on va appeler ça comme ça. Le second baromètre que l'on fait, en association avec Cadre Emploi et l'IFOP. Et ce baromètre, il est né des questions de nos clients finalement. On a souvent des clients qui sont des dirigeants de PME DTI ou des DRH qui nous posent des questions sur le marché de l'emploi, sur les cadres, etc. Et donc, avec Julien, on a depuis longtemps des discussions et depuis longtemps, on travaille ensemble sur les sujets de recrutement. Et donc, on a trouvé intéressant de pouvoir les interroger. Donc, la première version était un petit peu avant les vacances, parce que c'était au mois de mai, de mémoire. Et puis là, on fait le deuxième baromètre et l'année prochaine, on compte poursuivre ce partenariat avec l'IFOP et Cadre Emploi. Pour voir l'évolution aussi. Pour voir l'évolution, un baromètre, l'idée c'est de pouvoir suivre dans le temps. Tout à fait, tout à fait. Alors, donc au sein de ce baromètre, on verra les intentions de recrutement, on verra aussi quelles sont les méthodes de recrutement, et puis enfin sur l'onboarding, quels sont les facteurs clés de succès. Alors on va commencer par des données marché, Julien. Donc avant l'été, lors du précédent webinaire, tu nous parlais d'une reprise économique et aussi d'une hausse de volume des recrutements des cadres. Est-ce que tu confirmes cette tendance et est-ce que tu peux nous dire quels sont les derniers indicateurs clés sur cette tendance? Alors effectivement, Carole, je confirme. Effectivement, les indicateurs sur le marché de l'emploi cadre, effectivement sur le graphique que vous voyez, n'ont pas forcément beaucoup évolué, puisqu'effectivement ce sont des données qui sont prévisionnelles et qui sont annuelles. Néanmoins, on voit bien une reprise par rapport à l'année dernière. On estime qu'il y aura à peu près 247 000 recrutements de cadres. On n'est pas très loin, bien sûr, on est encore assez loin entre guillemets du record historique de 2019. Néanmoins, il y a une reprise assez marquée. Ces recrutements-là, ils sont toujours à mettre en corrélation, on le sait, avec le turnover. Puisque c'est le turnover des cadres aussi qui va faire effectivement et qui va créer cette dynamique. L'année 2020 avait marqué un turnover relativement faible, aux alentours de 6%. En général, on sait que le turnover il tourne entre 4 et 9%. On s'attend à une reprise sur 2021 qui sera effectivement en liaison aussi bien sûr avec le volume de recrutement. Si je donne une donnée un peu plus conjoncturelle et plus liée au marché de l'emploi de manière générale, on a tous vu qu'on annonçait un taux de croissance du PIB qui allait être assez fort, c'est normal, c'est une période de reprise, donc on estime sur l'année 2021 à 6%. Et puis vous l'avez vu, je crois que c'est paru aujourd'hui, le taux de chômage au global va être dans le plus bas historique, 7,6%. Alors il y a toujours des raisons aussi structurelles, mais en tout cas il y a un taux de chômage qui est faible, plus faible que ce qu'on pensait. Et puis vous avez aussi la notion de création et de destruction d'emplois. On pense que sur l'année 2021, il y aura plus de 500 000 créations d'emplois. Attention, je parle bien de l'ensemble du marché de l'emploi. Donc ce marché de l'emploi cadre, même s'il a des ressorts qui sont un tout petit peu différents, notamment par rapport au turnover, forcément, il y a quand même des liens avec le marché de l'emploi qui lui-même est dynamique. Donc, on s'attend à des chiffres positifs et c'est ce que le graphique montre bien évidemment. Et alors, est-ce que dans cette reprise, il y a des secteurs qui tirent un peu leur épingle du jeu dans cette reprise? Oui, il y a des secteurs qui tirent leur épingle du jeu. Globalement, on le voit très bien, tous les secteurs à forte valeur ajoutée, les secteurs, notamment dans les services, bien sûr, qui se sont digitalisés, les services qui, entre guillemets, créent de la valeur. Toutes les entreprises créent de la valeur, mais entre guillemets, voilà, sur j'allais dire des entreprises ou des métiers ou des secteurs qui vont créer des choses complètement innovantes. Là, on voit bien qu'il y a une reprise parce qu'il y a des besoins. Donc, il y a un grand nombre, effectivement, de recrutements qui sont prévus et d'entreprises qui ont prévu de recruter. Elles ont des besoins. Ces besoins, ils ne sont pas forcément faciles, j'allais dire, à trouver, parce que les recrutements, on le verra, on en rediscutera avec Damien, un recrutement c'est du temps, c'est aussi une compétence à aller chercher, et on le verra, c'est tout l'objet aussi de notre baromètre, on le verra, ce n'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas sur ces secteurs-là, notamment sur les services à valeur ajoutée, il y a une vraie reprise, c'est un peu plus disparate sur les autres secteurs, parfois très dépendant aussi forcément d'une période. On a vu que l'industrie, l'année dernière, avait repris de manière assez forte, la construction finalement a peu souffert, elle est restée relativement stable et elle reprend. La particularité, et on l'a tous compris, c'est que le secteur du commerce, lui, avait un peu plus souffert.
pour la raison qu'on comprend par rapport au contexte sanitaire. Donc effectivement, c'est plus tout ce qui est lié à la techno, j'allais dire, qui repart de manière assez forte à la R&D, et c'est aussi pour ça qu'effectivement les secteurs à forte valeur ajoutée sont les plus nombreux à recruter. D'accord, alors pour réussir des recrutements, il faut des recruteurs, c'est certain. Mais est-ce que les cadres sont au rendez-vous? Est-ce qu'il y a une volonté de mobilité finalement de ces cadres dans un environnement post-crise, si je puis dire? Je pense qu'on en rediscutera avec Damien, bien sûr. Est-ce que les candidats sont au rendez-vous? Damien nous le dira encore mieux que moi. Est-ce que les candidats ont envie de bouger? Alors, d'après les données qu'on voit apparaître, oui, il y a quand même une certaine volonté de mobilité. Bon, les cadres ont eu le temps pendant cette période de confinement aussi de réfléchir sur ce qu'ils voulaient, sur leur parcours. On sait qu'il y a des notions qui sont de plus en plus importantes sur les conditions de vie, équilibre vie pro, vie perso. En tout cas, il y a un niveau de confiance qui remonte, puisqu'on voit des recrutements qui sont meilleurs, un contexte économique qui est meilleur également. Donc, ça incite potentiellement les cadres à être attentifs à la mobilité. Ça ne veut pas dire qu'ils vont franchir le pas, ça veut dire qu'en tout cas, ils sont un peu plus attentifs. Ensuite, quels sont les profils qui vont être les plus attentifs? Alors ça, on le voit dans tous les baromètres, dans toutes les études qu'on a pu faire. Naturellement, c'est plutôt les profils les plus jeunes. Alors, je fais toujours attention avec cette notion de jeune. Dans la nomenclature telle qu'elle est faite, les jeunes, c'est les moins de 35 ans qui sont les plus enclins à être effectivement disponibles. Alors, ils sont à la fois plus disponibles parce qu'ils ont potentiellement moins de contraintes, mais ils sont également plus disponibles et aptes à la mobilité parce qu'il y a aussi plus d'emplois qui sont proposés, puisqu'on sait que la plupart des volumes de recrutement de cadres, ils ont lié dans des postes avec 1 à 10 ans d'expérience. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y en a pas dans d'autres types de profils, mais en tout cas, il y a plus de postes pour cette tranche de population-là. Donc oui, il y a une reprise, et ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez effectivement d'un point de vue périodique, sur les mois, décembre, mars, juin, on voit que progressivement ça augmente. Donc à mesure qu'on avance dans le temps, il y a un contexte économique qui se pérennise, il y a une amélioration, et donc forcément, il y a une mobilité qui repart. J'ai toujours tendance à considérer que c'est un peu comme la bourse. Quand il y a de la confiance qui repart, en général, la bourse repart. Les indicateurs de bourse sont plutôt bons. Reste à voir maintenant les indicateurs sur le marché de l'emploi, bien sûr. Oui, du coup, vous, Damien, face à la présentation de ces chiffres, est-ce que vous observez aussi une reprise des embauches? Est-ce que vous sentez aussi que l'économie repart de votre côté? J'aime bien le mot observation que tu viens d'employer, Carole. Julien a cité plein de chiffres, certains qui sont macro parce que on regarde ça de très loin. Nous, on est plus dans la microéconomie, on est au quotidien, aux côtés de dirigeants et aux côtés de gens qui recrutent. Les chiffres de l'APEC s'arrêtent au mois de juin, c'est dommage parce que je suis sûr que ceux de septembre, quand ils vont sortir, ou d'octobre, je ne sais pas à quel moment ils sortent, vont nous montrer qu'il y a une vraie accélération. Et nous, c'est ce qu'on sent depuis, on le sentait depuis quelques mois, on en avait parlé au mois de juin, mais là, on le sent beaucoup plus fort encore avec cette période de rentrée, où il y a une vraie accélération, il y a une vraie demande, il y a vraiment des entreprises qui recrutent. Alors effectivement, c'est en partie lié au turnover, parce qu'il y a des gens qui ont choisi de bouger alors qu'ils bougeaient moins auparavant, mais c'est aussi quand même des créations d'emplois, en particulier sur des métiers techniques, en particulier sur les métiers commerciaux par exemple. Donc on voit quand même qu'il y a aussi, au-delà de l'aspect turnover, il y a aussi de la vraie création d'emplois de cadres en France, sur les PME et les ETI. Et après, il y a des réalités, je pense qu'on avait déjà parlé, il y a des réalités très différentes selon les territoires, selon les métiers, selon les fonctions. Mais au global, c'est sûr que l'emploi cadre en France se porte bien. Et d'ailleurs, le marché, en quelques années, voire en quelques mois, s'accélère. Et je dirais qu'aujourd'hui, les candidats ont plus la main qu'ils ne pouvaient l'avoir il y a quelques mois. Les candidats ont plus le choix. Et d'ailleurs, les entreprises, on voit dans la presse et ailleurs, commencent à se poser des questions sur comment attirer les talents, quelles sont leurs attentes aujourd'hui, en particulier les générations qui sont sur le marché du travail depuis 10-15 ans. Et là, la crise a fait quand même beaucoup évoluer les mentalités et les choses, et les attentes des candidats et les attentes des collaborateurs, on voit qu'elles évoluent. Alors nous, on le voit à travers nos échanges avec eux, mais on voit bien qu'en tous les cas, ils ont la main aujourd'hui, si je peux m'exprimer ainsi, c'est peut-être pas c'est pas très élégant, mais c'est la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Oui, on retrouve un petit peu des schémas qu'on a pu connaître avant Covid, avec des difficultés. Et du coup, donc, au vu de ce que tu disais, Julien, est-ce que, même si on voit que la mobilité des moins de 35 ans semble progresser, est-ce que, pour autant, les recrutements sont faciles, sont plus aisés avec cette mobilité que tu annonçais, Julien? Non, je ne dirais pas que c'est aisé. Aujourd'hui, ce qu'on voit, il y avait un article d'ailleurs récemment dans la presse nationale sur un phénomène qui était baptisé le ghosting. Je ne sais pas si tu l'as lu, Julien.
Et donc quand je dis que les gens ont la main, ils ont la main, donc ils ont le choix. Et donc parfois, ils font des choix différents de ceux espérés par le recruteur pendant le processus. Parfois, ils le font même sur des postes d'un certain niveau, ce qu'on ne voyait pas avant, sur des cadres supérieurs. On a le sentiment qu'ils s'engagent et puis finalement, ils se désengagent à la fin du processus, voire à la toute fin du processus. Et c'est des phénomènes que l'on voyait moins auparavant. Et donc là, vraiment, je pense que oui, effectivement, on a un marché qui, je ne sais pas si c'est inverse, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tous les cas, on voit bien, et c'est une bonne nouvelle pour l'économie, on voit bien que l'économie repart et que du coup, il y a une demande qui est forte sur les cadres, au sens un peu large. Effectivement, une économie, mais toujours une difficulté quand même à aller capter toujours une difficulté, à aller les capter, et quand on les a l'engager. captés, voilà, exactement, l'aspect engagement est important, et donc on voit là qu'il y a des revirements de situation plus inattendus qu'il y a quelques mois ou quelques années. Et c'est la vie, il faut faire avec, il faut s'adapter, mais c'est pas toujours simple. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis parfois, on peut avoir le sentiment d'avoir une moindre capacité à choisir, une moindre capacité à rencontrer plusieurs personnes pour s'assurer d'avoir celle qui nous semble correspondre le plus pour son projet professionnel et pour l'entreprise. Et donc on voit bien là qu'il y a une tension qui se fait sur la rapidité pour faire les missions, sur l'engagement qu'on va y mettre, sur les efforts que l'entreprise est prête à faire, etc. Donc voilà. Et on parle beaucoup plus qu'avant dans les échanges, y compris sur des postes à un certain niveau. On va parler de mobilité, on va parler de télétravail beaucoup plus qu'avant. C'est des demandes qui sont présentes et assez fortes. On va parler de période d'essai aussi. Certains ont moins envie qu'auparavant de se lancer dans une période d'essai. Enfin voilà, donc il y a des sujets qui sont sur la table qui n'étaient pas sur la table avant. Oui, tout à fait. Il y a un équilibre, une recherche de l'équilibre pro-perso qui est plus exacerbée qu'avant Covid. Et du coup, il faut trouver le candidat qui va bien... Et donc il y a des vrais échanges. Et puis il y a pour parler de PME ou de TI, c'est peut-être plus vrai sur les PME. Il y a des PME que ça chamboule beaucoup parce qu'ils étaient moins prêts que des ETI ou des grands groupes à accorder du télétravail ou à travailler en mode télétravail. Et donc là, on voit bien, nous, dans les processus, que parfois, il y a des questions qui se posent et on voit des entreprises qui évoluent dans leur façon de collaborer parce que les nouveaux entrants ne sont pas prêts à faire ce qu'étaient prêts à faire les anciens. Tout à fait. Donc, ça a pas mal bousculé. En tout cas, on voit que ça bouscule beaucoup. On retrouve des signes qu'on avait avant Covid et puis des nouveautés aussi sur ces façons de recruter. Alors, on va maintenant s'intéresser aux résultats de l'étude réalisée par l'IFOP pour Cadre Emploi et Célescope. Alors, peut-être, Julien, est-ce que tu peux nous dire, peut-être en préambule, un petit peu l'échantillonnage qui a été fait pour réaliser cette étude? Alors, comme toute bonne étude, j'allais dire, une étude, c'est un bon échantillon. Et c'est un échantillon qui est robuste. Donc un échantillon robuste, quand on est sur une cible B2B, c'est entre 400 et 500 répondants. Donc on a interrogé 400 dirigeants d'entreprises de différentes tailles, bien sûr PME et ETI, qu'on a essayé d'interroger de manière représentative. Comme vous le savez, lorsqu'on est sur ce type de profil-là, on a tendance à le faire de manière téléphonique, parce que c'est beaucoup plus qualitatif. Et donc, c'est de manière-là dont, j'allais dire, les interviews ont été réalisées et dont l'échantillonnage a été fait. C'est une étude qui a été menée fin mai, début juin, dont on vous dévoile le deuxième volet. Ce volet-là sera entièrement dédié à la perception des ETI et PME, sachant qu'on avait fait un volet un peu plus global dans un premier temps. Donc, vous allez voir qu'il y a quelques différences, notamment entre les ETI et les PME. Et c'est ce sur quoi on va un petit peu zoomer aussi aujourd'hui. Je en profite pour passer ETI, entreprise de taille intermédiaire. Voilà. C'est vrai que... donc la première partie a vocation à parler des intentions de recrutement. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelles sont les intentions de recrutement pour les PME et les ETI? Et les ETI, naturellement, les intentions de recrutement des ETI et des PME, elles sont plutôt bonnes. Elles sont forcément en lien aussi avec ce qu'on peut voir du marché de l'emploi. C'est-à-dire que comme on voit une économie qui repart, en général un niveau de confiance qui repart, ça veut dire des carnets de commandes, ou en tout cas une vision sur les carnets de commandes qui est un peu plus lointaine, donc ça rassure et ça permet d'anticiper un peu, sachant qu'il y a des besoins, on l'a vu notamment dans certains secteurs, notamment les fameux services à valeur ajoutée. On voit donc que du coup, dans ces résultats-là, une grande partie des PME et des ETI, elles ont une vraie volonté, au moins à minima, à rester à effectif constant, ou en tout cas pour un bon tiers, voire un peu plus, d'augmenter les effectifs. Il y a deux éléments, en tout cas, elles ne réduiront pas les effectifs, 2%, 0%, donc ce n'est pas leur volonté. Je pense que c'est aussi lié certes à une économie qui repart, à un univers concurrentiel où il faut qu'effectivement elles se différencient, elles ont besoin de nouveaux talents, elles vont aller les chercher, et donc effectivement, elles soit elles augmentent leur effectif, soit
elle modifie, et je le dis toujours, elle modifie potentiellement la structure de leurs effectifs parce que rester à effectif constant, ça peut être gérer du turnover, ça peut aussi être de faire partir certains éléments et en recruter d'autres pour justement faire face à une évolution du marché. Ceci étant, ces chiffres-là sont donc forcément plutôt positifs. On est plutôt dans une vocation soit à effectif constant, soit d'augmenter les effectifs. On notera, et c'est ça l'intérêt aussi de comparer les PME et les ETI, c'est que les ETI sont un peu moins nombreuses à vouloir augmenter leurs effectifs. C'est intéressant, ça veut dire que les PME, par contre, à contrario, sont plus nombreuses à vouloir augmenter leurs effectifs. Et on sait que, globalement, si la part des entreprises à recruter est plus forte dans les grandes entreprises et dans les ETI, le volume de recrutement il est plus important dans les PME, voire dans les entreprises de taille encore un peu plus petite. Donc ça veut dire que plus les PME sont nombreuses à recruter, plus ça veut dire que le marché de l'emploi va être encore plus dynamique. Et donc, par contre, potentiellement, ça peut amener des difficultés à recruter. Et ça, Damien, on en reparlera bien sûr tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est vraiment un signal positif. Et pour reprendre ce que disait Damien tout à l'heure, je pense que ce slide-là, on l'aurait présenté avec une étude qui était, j'allais dire, updatée. Quelque part, on aurait un chiffre qui sera encore plus élevé. Voilà. Oui, Donc ça, c'est ça qui est important comme signal à envoyer aussi alors, à ceux qui nous regardent et puis aussi au marché. Oui, parce que Damien, c'est ce que vous nous disiez un petit peu en préambule, c'est ce que vous observez aussi ces ETI et ces PME qui sont prêtes à recruter. Là, qui sont prêtes, oui. Et qui lancent des recrutements. Si on regarde, je sais pas, j'ai pas regardé avant de venir sur Cadre Emploi le nombre d'annonces, mais en tous les cas, qui lancent. Et nous, on voit bien qu'on est plus sollicité par nos clients. Et puis, dans ceux qui restent à effectif constant, je pense qu'il y a aussi de nouvelles formes de travail qui se développent. On voit quand même aussi de plus en plus de gens, on en parlait tout à l'heure, Carole, qui quittant un emploi, vont ensuite faire des choses un peu plus comme indépendants, ou créer leur structure, ou sont indépendants. C'est aussi une forme de travail qui se développe de plus en plus, qui offre de la souplesse. Alors auparavant, c'est plutôt les entreprises qui étaient demandeuses de cette souplesse, et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est aussi les collaborateurs ou les individus qui sont moins attachés qu'auparavant au CDI, et pour qui se dire j'ai une mission pendant X mois dans une entreprise, puis je m'offre la liberté ensuite d'aller dans une autre, c'est quelque chose qui plaît aussi. Donc je pense que nous, c'est le sentiment ce qu'on ressent sur le terrain. Alors ça reste pas, c'est pas la majorité, mais il y a quand même aussi là peut-être pas une vague, mais en tous les cas un mouvement qui se fait petit à petit. Je ne suis pas capable de juger si c'est bien ou pas, c'est pas mon propos, mais en tous les cas sur d'autres formes d'emploi. Et je pense que c'est plus qu'auparavant un choix individuel, là où auparavant c'était moins un choix individuel. Oui, tout à fait. Là, il y a un vrai choix d'être peut-être plus acteur. Plus acteur de sa vie et de se dire j'aurai, peut-être ce ne sera pas définitif, mais après mon CDI dans telle boîte, j'aurai une période de consulting, d'indépendant, peu importe le terme. Et puis ça me permet de voir d'autres choses, d'avoir plus de liberté dans mon agenda, pour ensuite retrouver autre chose. Et je pense qu'on le voit beaucoup plus qu'avant. Oui, certainement. Et on arrive donc à la deuxième partie du volet de l'étude, sur les méthodes de recrutement. Alors, Julien, peut-être est-ce que tu peux nous dire, en termes de process de recrutement, peux-tu nous dire qui est en charge finalement de recruter les nouveaux salariés et quelles sont les différences qu'on peut observer à travers cette étude entre les PME et les ETI? Bien sûr. Alors, majoritairement, on le voit à la lecture du graphique, quand on pose la question aux dirigeants de savoir qui a géré le recrutement, on le voit majoritairement, c'est eux-mêmes qui l'ont géré, que ce soit dans les PME et les ETI, puisqu'on est à 58% pour les ETI, 66% pour les PME. Alors, j'attire quand même l'attention sur le fait qu'on a interrogé des entreprises d'une taille modérée, plus ou moins importante quand même pour les ETI, mais ce qui explique aussi pourquoi le poids effectivement des dirigeants dans leur responsabilité de recrutement. Si vous étiez dans des grandes entreprises, on peut supposer qu'effectivement le poids des RH, des chargés de recrutement serait un peu plus important. Ceci étant, on voit quand même que pour les ETI, 36% des recrutements sont gérés, j'allais dire, par un service RH, que ce soit des chargés de recrutement ou des DRH, et à 6% par des équipes opérationnelles. Il y a une différenciation entre les ETI et les PME qui est finalement dépendante de la taille et de la structure de l'entreprise, c'est-à-dire que plus l'entreprise se structure, plus elle a les moyens aussi de se structurer pour faire face à son volume de recrutement, et donc naturellement elle va faire appel à des talents ou elle va faire appel à des équipes pour justement recruter. C'est donc les fameux 36% pour les ETI. Point important, mais c'est parce que c'est la manière dont la question a été posée. Vous voyez que le total, si vous faites 58 plus 26 plus 10 plus 6 pour les ETI, si je ne me trompe pas, ça doit faire 100, il me semble. Donc ça voudrait dire qu'effectivement, c'est une personne qui gère le recrutement. Encore une fois, si on pose la question un peu différemment, on peut aussi supposer que certes le recrutement est peut-être initié, ou en tout cas par le dirigeant lui-même,
Mais souvent, on le sait, hein, dans les entreprises, il y a un recrutement qui est où on rencontre plusieurs typologies de personnes, les opérationnels, parfois les RH, parfois le dirigeant directement. Donc les résultats auraient pu être un peu différents si la question avait été posée avec un choix multiple. C'est important de le préciser si certains se posent la question. Et du coup, vous, Damien, vous êtes en contact avec beaucoup de recruteurs, que ce soit des PME, des ETI. En tant qu'expert du recrutement, est-ce que vous voyez des différences et quel engendre ça engendre chez vous les différents interlocuteurs que vous pouvez côtoyer? Là, bien sûr, il y a des petites différences, mais elles ne sont pas si importantes que ça. La réalité, ce qu'on voit, c'est que généralement dans les PME, la fonction RH n'est pas toujours très structurée. Ça dépend de la taille de la PME, mais pas toujours très structurée. Et donc sur les recrutements de cadres, effectivement, généralement, le dirigeant a un impact plus fort, ou en tous les cas s'investit davantage que sur une ETI. Néanmoins, c'est un peu, je rejoins Julien, c'est-à-dire sur l'ensemble de ces processus, à partir du moment où on parle de cadre ou de cadre dirigeant, généralement, ce n'est pas un individu tout seul qui décide. Et donc il y a un binôme qui se fait entre le dirigeant et les RH, et effectivement, selon la taille de la structure, selon la culture, il y a un des deux pans de ce binôme qui va être plus ou moins fort, plus ou moins prégnant. Mais nous, généralement, on travaille à la fois avec les dirigeants, et puis quand il y a des services RH, il y a des clients chez qui on travaille chez qui il n'y a pas de service RH, donc dans ce cas-là, la question ne se pose pas beaucoup. On travaille dans ces cas-là avec le dirigeant ou l'opérationnel. Et puis quand les services RH sont là, ça dépend des cultures d'entreprise. Parfois, c'est eux qui ont le lead, et puis les dirigeants interviennent au deuxième rideau. Des fois, c'est l'inverse. Il n'y a pas vraiment une méthode unique, honnêtement. Ça dépend vraiment des cultures d'entreprise. Et puis, ça dépend aussi du niveau du poste. Oui, c'est ça. Ce qu'on voit, c'est que... En fonction, on s'adapte à l'interlocuteur. On s'adapte, mais généralement, quand c'est un poste C-level, niveau CODIR, le dirigeant est là. Et impliqué de toute façon. Et impliqué dans tous les cas, etc. Ce qui est probablement moins vrai, enfin ce qui est moins vrai quand c'est un cadre de premier niveau. Voilà, donc ça dépend aussi du niveau de poste. Alors on ne peut pas dans ces questionnaires être aussi fin que ça, sinon on n'aurait personne qui répondrait. Mais nous, c'est ce qu'on constate. Et en tous les cas, c'est sûr que l'emploi cadre reste une préoccupation des dirigeants dans tous les cas, que PME ou ETI. D'accord. Et alors, Julien, est-ce que tu peux nous éclairer sur la perception du process de recrutement? Oui, c'est vrai qu'on s'est posé la question de savoir si pour les dirigeants eux-mêmes, ou en tout cas pour les autres équipes, alors on n'a pas segmenté équipe opérationnelle RH, puisqu'après c'était un échantillon qui était trop faible, mais de voir effectivement s'ils avaient le sentiment de passer trop de temps, pas assez de temps. Je crois qu'il y a beaucoup de chiffres. Je crois qu'il y a finalement un chiffre à retenir, c'est la partie juste ce qu'il faut. C'est-à-dire que si vous regardez les PME, 62% des dirigeants de PME considèrent qu'ils passent le temps qu'il faut pour le recrutement, 66% pour les équipes de recrutement au sens large. C'est un peu plus faible pour les ETI. Je pense que c'est ce point-là qu'il faut mettre en avant, c'est-à-dire que pour un recrutement, encore plus dans des questions, dans un contexte où on peut avoir des pénuries, où on a des besoins, je crois qu'effectivement, pour les dirigeants, pour les équipes de recrutement, il faut passer le temps qu'il faut pour trouver le bon profil. Parce qu'on sait qu'un recrutement, et on le verra tout à l'heure, c'est une rencontre. Et à contrario, un recrutement qui est raté, c'est aussi du temps passé, de l'argent, et donc effectivement, notamment dans des structures, on l'a dit tout à l'heure, de taille intermédiaire ou des petites et moyennes entreprises, ça a un impact encore plus conséquent que pour une grande entreprise. Donc, véritablement, la notion de recrutement, certes, on y prend du temps, mais il est nécessaire pour justement réussir son recrutement. On voit qu'on le verra tout à l'heure, il y a une part de réussite, il y a une part d'échec, mais en tout cas, il faut s'accorder le temps pour le réussir, et c'est ce qu'ils nous disent au travers de ce graphique-là. Alors, du coup, Damien, quelle est votre réaction face à ce constat et comment est-ce que vous accompagnez les entreprises dans cette phase très importante du recrutement? Est-ce que vous avez des conseils à donner pour les accompagner à réussir le recrutement? Des conseils seraient prétentieux, mais des pratiques, ça on en a. Non, je suis ravi de voir les chiffres, c'est-à-dire on voit que c'est tellement important pour les dirigeants qui sont prêts à y consacrer du temps, c'est ce qu'ils disent, y consacrer du temps. Que leur équipe y consacre du temps, c'est une chose, mais qu'eux-mêmes y consacrent du temps, on en parlait tout à l'heure, j'en suis ravi. Chez Célescope, dans notre processus de recrutement, depuis toujours, on a un de nos piliers, une de nos valeurs qui s'appelle la co-construction, donc depuis toujours, on embarque avec nous le N+1. Donc quand on recrute un membre du CODIR, on embarque avec nous le dirigeant. Et effectivement, pour moi, c'est un gage d'une meilleure collaboration, c'est un gage d'un meilleur recrutement, de l'avoir embarqué avec nous aux étapes clés d'un recrutement. Effectivement, parfois, il a pu arriver à avoir des gens qui disent est-ce que ça vaut vraiment le coup que je m'engage dans ce temps-là? Aujourd'hui, on n'a plus jamais la remarque. Les dirigeants sont vraiment conscients que le marché est difficile, qu'il y a une vraie guerre des talents, et donc aujourd'hui, on n'a aucune difficulté à mobiliser les dirigeants là-dessus. On n'en avait pas beaucoup, mais on en a encore moins qu'avant. Et donc, ça c'est important, je pense, sachant qu'ils ont pris conscience qu'ils avaient déjà des difficultés sur les populations qualifiées, techniques, qui ne sont non cadres,
où là, depuis des années, on voit bien qu'il y a des problèmes de formation, il y a des problèmes de... et donc, ils ont vraiment des vraies difficultés à recruter des gens pour aller travailler sur des sujets un peu plus techniques. Et c'était moins le cas pour les cadres, quand même, c'est une réalité. Alors que là, aujourd'hui, sur le marché cadre, ça se tend. Et donc, effectivement, je pense que les dirigeants sont prêts à y consacrer du temps parce que c'est stratégique pour eux. C'est stratégique pour eux. S'ils n'ont pas les forces vives qui permettent de faire avancer l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise ne va pas se développer ou ne va pas maintenir ses parts de marché. Donc il y a des vrais sujets là-dessus. Et je pense qu'effectivement, le temps est important et les candidats apprécient qu'on leur accorde du temps. Enfin, voilà, c'est juste une relation humaine qu'il faut créer. Il faut créer une confiance entre un futur collaborateur et une entreprise. Et il n'y a rien de mieux que de rencontrer son futur patron, de passer du temps avec lui, de comprendre son projet pour s'engager. On parlait tout à l'heure d'engagement dans le processus, pour s'engager dans le processus. Oui, c'est ça, les candidats ont encore plus besoin de se projeter dans une entreprise. Et donc c'est vrai qu'un dirigeant ou le recruteur doit avoir cette implication. Plutôt il voit dans le processus, mieux c'est. Ça évite un gap entre la perception qu'on a pu avoir et puis la réalité. Donc c'est ça qu'il faut essayer de diminuer au maximum, c'est cette compréhension dès le début du poste, des attentes. Et de l'environnement dans lequel ils vont atterrir en fait. Et là, l'implication, une vision simpliste serait de dire, je prends le dirigeant, il arrive à la fin du processus. Quand vous êtes dans une PME, le dirigeant, il représente la PME, il impacte tout. Il impacte la culture d'entreprise, l'ADN, enfin, il connaît tout. Bref, c'est lui le projet de l'entreprise. Alors, dire, il ne faut pas que ça dure, mais ok, mais il y a un moment où c'est quand même lui. Et donc, le fait de l'encapsuler, nous, on le fait assez tôt dans le processus. On offre à la fois aux dirigeants la possibilité de rencontrer différents candidats et aux candidats de rencontrer les dirigeants. Et c'est une vraie différence et c'est vraiment quelque chose qui est apprécié à la fois par les candidats, mais par le dirigeant aussi. Parce qu'il a l'impression de faire un vrai choix. Bien sûr. Oui. Si on lui présente que 2 candidats à la fin, il fait le choix sur 2 personnes. S'il envoie un tout petit peu plus en amont, il a vraiment l'impression de s'ouvrir et de faire un vrai choix et de ne pas choisir par défaut. Et puis, pour les candidats, c'est quand même sympa de se dire, la personne avec qui je vais travailler après, je la vois très rapidement dans le processus. Et donc nous, sur des PME, sur nombre de recrutements de cadres, on intègre au processus le dirigeant et les RH quand il y en a. Et sinon le N+1, et quand c'est en ETI, c'est toujours le N+1 qui est là. Mais c'est vraiment important. Et je pense que là encore, aujourd'hui, la facilité voudrait dire on fait tout en vidéo. Et justement, on y vient. On va y aller après. Hein, on y vient. Merci Damien pour ta transition. Merci. Tout à fait. On l'a vu, la pandémie a bousculé beaucoup de façons de travailler et aussi dans le recrutement. Et il y a des nouvelles façons de recruter qui sont arrivées, plutôt hybrides dans la rencontre des candidats. Julien, est-ce que tu peux nous dire quels sont peut-être finalement les moyens privilégiés, les méthodes privilégiées pour recruter des candidats? Alors ce slide-là, il est assez intéressant parce que tout à l'heure, Damien le disait, parfois il n'y a pas forcément des grandes différences entre les PME et les ETI. Et là, pour le coup, il y a véritablement sur cette process de recrutement entre l'hybride et, j'allais dire, le modèle présentiel, là, pour le coup, il y a une très grosse différence. C'est même inversé, clairement, puisque, alors si tout le monde ne veut pas rester sur le modèle distanciel, on a bien compris les avantages, mais aussi les limites. Quand on recrute quelqu'un, c'est aussi pour que, effectivement, il y a aussi une question de feeling, il y a aussi une question d'intégration dans une structure, donc c'est quand même mieux de le rencontrer au moins à minima. On voit bien que le distanciel, pour le coup, là, est très limité, en tout cas par rapport aux dirigeants de PME et EDI, en tout cas de ce qu'ils déclarent. En revanche, les PME sont majoritairement sur une volonté de retour à un modèle présentiel, alors que les ETI, elles, sont plus dans un process mixte, à 62%, notamment pour les ETI. Donc, il y a une vraie différence. Alors, comment on peut l'expliquer? Le volume des recrutements des ETI, normalement, il va être un peu plus conséquent. Donc effectivement, le modèle mixte va peut-être permettre de fluidifier. Puisqu'effectivement, vous faites une première démarche, une première prise de contact, qui parfois à l'époque pouvait être par téléphone. Là, vous avez quand même un rendez-vous qui est de visu. Ça donne une première impression. Et puis après, il y a quand même une démarche physique, avec pourquoi pas effectivement une rencontre avec le DRH et le N+1. Dans une PME, effectivement, on est plus dans une démarche tout de suite en présentiel. C'est aussi lié sans doute à la structure et à la culture de l'entreprise. La plupart des grandes entreprises, la plupart, ont mis en place aussi du télétravail. Ça fait partie des critères d'attractivité. C'est pas encore culturel, mais en tout cas, c'est un facteur non négligeable pour attirer les candidats. Les PME, c'est pas encore le cas. Donc, on peut aussi penser
qu'effectivement ce modèle de recrutement, il est un peu à l'image de ce qui peut potentiellement se passer dans les PME, c'est-à-dire qu'avec un télétravail qui reste encore réalisé avec parcimonie, ce qui expliquerait pourquoi dans ce process-là, finalement, la part des recrutements, elle se fait encore beaucoup sur le modèle présentiel et non sur le modèle hybride. Voilà, c'est un peu les explications qu'on peut donner, mais c'est vraiment le slide où on voit la plus grosse différence, en tout cas, entre les PME et les ETI. Et Damien, du coup, est-ce que vous êtes surpris finalement de voir un tel écart entre les ETI et PME? Pas vraiment. Alors, il y a quelques années, on aurait pu avoir le même écart en se disant il y a un accès à la vidéo qui n'est pas le même pour tout le monde, quoi. Pour faire simple, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a tous des vidéos dans notre téléphone. Bah, donc, il y a vraiment là, je pense, sur ce slide, il n'y a aucun sujet technique, entre guillemets, quoi. Par contre, ce que ça raconte, c'est la réalité de la vie d'une organisation, que ce soit une entreprise ou une autre forme d'organisation. C'est quand la taille est petite, une PME, le P, c'est PME, ou moyenne, petite ou moyenne entreprise, l'aspect humain est plus fort, plus prépondérant, les relations interpersonnelles sont plus fortes que dans une ETI. Et donc là, je pense qu'on retrouve le côté un peu affect, quelque part, hein, l'affectif qu'il y a dans une PME, une histoire, et on retrouve ça, là, je pense que ça parle beaucoup de ça, en fait, hein, ça parle du côté, on veut que ce soit pas impersonnel, quelque part, et donc ça veut pas dire qu'on ne veut pas du tout de processus mixte, mais on tient beaucoup à ce qu'il y ait une partie en présentiel. Et je ne suis pas surpris, moi j'ai des clients PME qui veulent absolument dans les processus voir les candidats en présentiel. Et je pense que la vidéo c'est génial et on est les premiers à l'utiliser, mais on ne peut pas tout faire en vidéo. Et donc il y a un moment où le fait d'être en face à face, de se voir, de s'entendre, de pouvoir échanger avant un entretien, après, etc., amène une autre coloration quand même aux échanges et à l'analyse qu'on peut faire de est-ce que j'ai envie d'aller dans cette entreprise ou est-ce que j'en ai pas envie, etc. Et donc, et je pense qu'il y a eu là il y a eu un effet de levier. On est parti de très peu de vidéos à tout en vidéo et puis on revient à un équilibre. Et après, il y a vraiment une question de culture d'entreprise. Effectivement, je pense que dans les PME, il y a plus ce besoin... j'allais dire d'humanité, c'est peut-être pas le bon terme, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'humanité en ETI. Mais en tous les cas, c'est moins personnel. D'ailleurs, pour illustrer ce propos, quand on a des collaborateurs nouveaux dans une entreprise, ils sont tout à fait conscients de ça. Moi, je vois des candidats qui, quand ils rentrent dans une PME, sont plus attentifs à la personne qu'ils ont en face d'eux qu'à l'entreprise, en se disant c'est avec cette personne que je vais travailler. Et d'autres candidats qui sont plus candidats sur des grands groupes et qui sont conscients que cet interlocuteur qu'ils ont aujourd'hui en face d'eux ne sera peut-être pas le même demain. Parce que la vie d'un groupe fait que ça va changer, qu'il va évoluer, etc. Donc ils sont recrutés plus par l'entité, par le groupe, que par l'individu qu'ils ont en face d'eux. Alors quand c'est une PME, la relation avec son N+1 et avec la personne qui me recrute est beaucoup plus forte. Enfin, moi, c'est ce que je constate, hein, en tous les cas. Beaucoup plus donc ça change complètement la perspective. Et donc ça change la perspective d'un candidat. Et pour la PME, c'est un peu pareil, quelque part. Ils recrutent quelqu'un avec qui ils vont être, avec qui ils se projettent, etc. Et donc ils ont besoin de le voir. C'est pas anonyme, mais ça peut être un peu plus distant dans une ETI, et encore plus dans un grand groupe. Et donc je pense que le côté distanciel est un peu mieux accepté, entre guillemets. Oui, d'accord. Et est-ce que finalement, cette mise en place d'un modèle un peu hybride, est-ce que vous avez pu observer ou est-ce qu'elle amène une forme d'efficience supplémentaire dans le recrutement, ce modèle hybride Alors, je réfléchis au mot efficience, en fait. Ce qui est sûr, c'est que ça permet de gagner du temps. Ce qui est sûr, c'est que ça permet aux gens d'avoir un impact moins fort, parce que si je ne prends pas ma voiture pour faire 150 km, pour aller en entretien, etc., ben voilà, je vais avoir un impact moins fort. Donc, il y a plein d'avantages. La souplesse, je n'ai pas besoin de me déplacer. Si je suis en télétravail, par exemple, c'est plus facile pour moi d'accepter un rendez-vous dans la journée, alors que si je devais poser une demi-journée de vacances pour aller faire un entretien, ben, ça se voit, ça me coûte des vacances. Enfin, bref, donc un côté souplesse qui est indéniablement là, c'est immédiat, et il y a un côté efficient dans ce sens-là. Après, l'efficience dans un recrutement, c'est se dire, au final, je prends la bonne décision. Moi, candidat, je prends la bonne décision d'aller dans cette entreprise. Moi, entreprise, je prends la bonne décision de recruter ce candidat. De ce point de vue-là, je pense que pour l'efficience, il faut rencontrer les gens. Alors, est-ce que ça veut dire que s'il y a 3 entretiens, il faut le voir 3 fois? Est-ce qu'il faut le voir qu'une fois? C'est là où apparaît le processus mixte. Mais donc, j'ai aucun doute qu'en termes d'efficience de temps et en termes d'efficience d'impact, le fait de le faire à distance, là, on bat des records. Hein.
Par contre, en termes d'efficience, dans le sens, est-ce que je fais le bon choix au final? Je pense que non, que là, on ne peut pas se passer de se rencontrer. Alors maintenant, est-ce qu'il faut se rencontrer à chaque fois en physique? Est-ce qu'il faut mixer les deux? C'est ce qui est dit là. Là, je laisse chacun juge. Ça dépend du niveau du poste aussi, ça dépend de plein de choses. Hein. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, c'était la question, mais ce que tu dis, voilà, c'est ça, c'est qu'à court terme, on voit que nécessairement on gagne du temps, comme tu l'illustrais très bien. Il n'y a plus cette notion d'aller se déplacer, il y a cette facilité côté recruteur et côté candidat de rencontrer plus de candidats et pour un candidat d'être plus facilement joignable entre deux réunions, de ne pas poser cette journée, etc. En revanche, l'efficience, elle est plus long terme. Donc il faut aussi amener des rencontres, je pense, physiques, très clairement, pour mieux connaître et éviter ce fameux gap entre ce qu'on perçoit d'une entreprise et des personnes avec lesquelles on va travailler et la vraie réalité. Et si quelque part... Je te coupe, pardon, parce qu'on a eu cette discussion au sein du cabinet pas plus tard qu'il y a quelques jours. Dans notre processus, il y a, tout à l'heure, je parlais des premiers entretiens où généralement on reçoit les candidats avec les clients, et ce qui permet très rapidement de créer du lien. Et la deuxième étape chez nous, c'est une étape d'évaluation, où les candidats vont à la fois remplir des inventaires de personnalité, des questionnaires de logique, et ensuite on va les rencontrer pour échanger et aller un peu au-delà des apparences et aller comprendre quels sont leurs moteurs profonds et en quoi il y a adéquation entre ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, leur projet personnel et ce que peut leur proposer l'entreprise pour laquelle on intervient. Et bien sûr que ça veut dire qu'on mobilise quelqu'un une demi-journée. On le mobilise une demi-journée. Mais on n'a aucun doute, parce que c'est notre pratique, que quand on le fait par des moyens vidéo, on peut le faire, tout est faisable sur le web et on fait un truc. On capte beaucoup moins de choses. On a un entretien, il n'y a pas la même rencontre quelque part. Il n'y a pas la même rencontre. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, le temps qu'on passe à ces entretiens est plus court quand on le fait en vidéo que quand on le fait en présentiel. On a moins de choses à se dire finalement en vidéo. Bien sûr, oui, il n'y a pas ce côté un peu informel, on va percevoir des choses. Il se passe moins de choses. Et donc, bien sûr que quand c'est nécessaire, quand la personne est loin, etc., on le fait en vidéo. Et ça veut dire qu'on le fait mal, mais pour autant, nous on a la conviction qu'il se passe moins de choses quand même. Et dans un recrutement, il se passe des choses. Alors il y a des fois où bien sûr c'est une évidence pour tout le monde qu'il faut avancer. Donc dans ces cas-là, voilà, que ce soit en vidéo ou présentiel, peut-être que ça a moins d'impact. Mais il y a plein de recrutements dans lesquels il y a des discussions un peu intenses qui se font avec un candidat. On n'est pas d'accord, on se projette pas, etc. Et à la fin, on va nous émettre une recommandation pour le candidat et pour l'entreprise, avancer ou pas ensemble. Elle est beaucoup plus riche si on l'a vu en présentiel. Et ça, on n'en a aucun doute. Et donc là encore, il faut trouver le côté quel engagement je mets dans le processus, quel engagement met nous, quel engagement met la personne, parce que la facilité ou l'efficience en termes de timing, ou de temps, c'est pas beau timing, en termes de temps, ce serait de tout faire à distance. Mais moi j'ai la conviction, sur un certain niveau de poste, on perd plein de choses, quoi. Tout à fait. On est vraiment en train de se reconstruire. Je pense qu'on a connu des périodes complètement télétravail où on a gagné en efficacité pure court-termiste. Tout le monde, je pense, on était tous enchaînés les réunions de manière très régulière. Et puis là, on retrouve un petit peu une autre forme de travail qui a bousculé. Et on doit retrouver ce fameux équilibre entre les deux. Et je pense qu'il sera intéressant, peut-être dans une autre étude ou autre, de voir effectivement si l'apparition de la visio, notamment dans le cadre du recrutement, va permettre de développer un peu la mobilité, en tout cas dans le sens, la première réflexion pour envisager une mobilité, parce que finalement, c'est un peu moins engageant. Et in fine, si ça n'aura pas un impact sur l'engagement, puisque finalement, vous faites un premier entretien en visio, vous ne vous déplacez pas, vous êtes chez vous. Arrive le deuxième, qui là pour le coup sera en physique. Soit vous y allez, mais bon, c'est juste pour, du coup là c'est la vraie prise de conscience de ce qui se passe. Soit vous n'y allez plus, et donc peut-être qu'on verra aussi des process de recrutement qui vont se stopper et qui vont être plus longs. Plutôt, voilà, mais c'est ce qu'on ça voit. sera intéressant de le mesurer dans une prochaine étude, parce que je ne doute pas qu'on fera d'autres études. Non, mais c'est une réalité déjà, Julien, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est moins engageant pour quelqu'un de passer une demi-heure en vidéo ou 3/4 d'heure en vidéo que de se déplacer pour venir passer une heure avec nous. C'est moins engageant. Voilà, donc après, ça veut dire qu'on peut perdre des gens dans le processus, j'en parlais tout à l'heure, etc. Donc il y a un équilibre à trouver dans tout ça. Il y a un équilibre. Une réactivité aussi à trouver pour un équilibre, voilà. Mais, capter le candidat le plus rapidement possible. Alors, on arrive à la troisième partie de cette étude où là, on va parler profil et onboarding des collaborateurs. Quels sont les facteurs clés de succès? Donc, Julien, en début de webinaire, tu nous l'as dit, les entreprises pouvaient se retrouver face à des difficultés de recrutement. Est-ce que, tu nous l'as dit aussi, Damien, est-ce que tu confirmes ce fait-là aujourd'hui?
Alors, en tant que directeur des études, j'aime beaucoup ce graphique-là parce que, en fait, on peut le lire de toutes les manières possibles, avec une analyse des chiffres qui peut être positive, négative. Bon, après, on a notre propre regard, Carole aussi en tant qu'experte du marché de l'emploi, Damien. Pourquoi je dis ça? C'est que finalement, dans un certain sens, vous pouvez vous dire que 95%, ou 94% selon, des PME ou des ETI réussissent un recrutement sur 2. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? En tout cas, elles réussissent un recrutement sur 2. Puis vous avez une autre lecture qui est de dire, vous avez quand même 64%, voilà, pour qui un recrutement sur 4 est un échec. Un recrutement sur 4, quand on sait qu'on y passe du temps, quand on sait que ça fait partie effectivement d'une stratégie aussi de développement de l'entreprise, puisque l'humain et le talent qu'on va recruter est une démarche aussi pour encore optimiser effectivement le développement de l'entreprise, ce n'est quand même pas anodin. Ça montre effectivement ce qui est la difficulté d'un recrutement, qui ne peut pas être uniquement sans doute distanciel, hein, Damien le disait, c'est aussi une rencontre, c'est aussi effectivement entre un dirigeant et autres. Mais en tout cas, voilà, ce graphique-là, il est important et on voit que oui, il y a quand même des succès, mais il y a quand même un certain nombre d'échecs qui sont quand même relativement importants au gré de tous les recrutements qui sont opérés par les PME et les ETI. Alors Damien, du coup, face à ce constat où Julien nous dit quand même que 65% des ETI et PME déclarent qu'un recrutement sur 4 est un échec, est-ce que tu es surpris par cette ampleur? C'est pour ça qu'on a un métier finalement, donc je ne suis pas complètement surpris. Non, la difficulté pour une PME ou une ETI, une PME en particulier, c'est pas son métier de recruter quelque part. C'est une nécessité, c'est important, mais c'est pas son métier. Et donc, aujourd'hui, les moyens modernes permettent de faire des mises en relation rapidement. Vous en êtes un bon exemple. Je peux, en tant que PME, m'acheter une annonce sur Cadre Emploi et je peux, du coup, générer des candidatures et avoir des candidats à rencontrer. Mais un processus de recrutement, c'est pas que ça. Et donc, je pense qu'il y a vraiment deux parties. Il y a une partie générer des candidatures, puis il y a une partie évaluer et s'assurer qu'on a la meilleure personne possible aujourd'hui, en adéquation avec notre projet, etc. Et je pense que c'est plus que sur la partie, même s'il y a des difficultés de génération de candidatures, parce que c'est pas forcément facile aujourd'hui, mais la valeur d'un recrutement, elle n'est pas uniquement là, voire moins là que dans la deuxième partie, quoi. Et je pense que c'est ça qui explique les erreurs de recrutement, c'est que quand c'est difficile de trouver des gens, ou quand c'est pas son métier, on va s'arrêter sur des critères qui peuvent paraître objectifs, formation, expérience, c'est très rassurant. J'ai quelqu'un qui a fait une grande école et qui était chez un concurrent ou un grand groupe très connu dans mon secteur d'activité, ça va me rassurer. Généralement, quand je m'en sépare, c'est pas pour ces raisons-là. Et donc moi, je pense que ça, c'est l'illustration du fait qu'on ne juge pas toujours les gens sur les bons critères, on n'a pas toujours la capacité à les juger sur les bons critères, qui, au-delà de la formation et de l'expérience, vont être des critères de comportement, motivation, personnalité et potentiel. Et c'est en ça que c'est un métier. C'est en ça que c'est un métier. Vous pouvez, dans notre posture de cabinet de recrutement, vous pouvez avoir deux métiers un peu différents. Un métier de générateur de candidatures et qui va aller pousser des CV, et puis un métier d'évaluateur. Nous, on encapsule les deux. On fait les deux. On ne fait pas que l'un, on fait les deux. Mais en PME ou en ETI, si j'ai un service RH, même s'ils sont très qualifiés, ils n'ont pas toujours la capacité à évaluer. L'opérationnel met la pression parce qu'il veut absolument quelqu'un qui ait fait ci ou qui ait fait ça, etc. Donc, puis il y a la pression du temps et de l'opérationnel, dans le sens il faut délivrer les choses, qui explique souvent des erreurs de recrutement. Et nous, quand on parle avec les gens, souvent la réponse qu'on a, c'est on l'a recruté parce qu'il avait telle école et puis il avait fait telle expérience. On s'en sépare parce qu'il n'a pas compris comment fonctionner. On s'en sépare parce qu'il ne s'est pas adapté à notre mode de fonctionnement. On s'en sépare parce que finalement, il ne maîtrise pas le métier. Il connaissait tout le monde dans le métier, il avait cité tous les noms, mais finalement, il ne maîtrise pas notre métier. Il ne maîtrise pas notre métier. Donc, et souvent, c'est des choses qui n'ont pas été vues en amont. Et en ça, je ne suis pas surpris des chiffres parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'erreurs de recrutement. Et ce qu'on ne voit pas là, mais qui est très important, c'est le coût que cela a. Et c'est un coût financier, et c'est un coût sociologique, entre guillemets, parce que j'intègre quelqu'un dans une équipe, les gens s'attachent à lui, le trouvent sympa, etc. Puis finalement, je m'en sépare, ou il s'en va. Parce que dans les départs, c'est pas forcément du fait de l'entreprise, c'est aussi parfois du fait du candidat, qui finalement n'était pas à la bonne place, s'en rend compte, se dit lui-même, j'aime bien le métier, mais j'aime pas l'entreprise, voilà, etc. Et là encore, c'est l'histoire humaine. Oui, donc c'est aussi tout ça qu'on va évaluer. C'est tout ça qu'il faut évaluer. C'est pas que la partie technique est importante dans beaucoup de métiers,
la maîtrise d'un sujet. Je ne sais pas, si on recrute quelqu'un comme Julien, on va s'intéresser un petit peu aux études quand même. Est-ce qu'il sait faire une étude, bon, voilà, etc. Mais au-delà de ça, la singularité d'un individu se caractérise beaucoup plus par ses capacités et sa personnalité que par autre chose. Et je pense que c'est ça qui est écrit dans ce slide finalement. C'est que les PME n'ont pas toujours les moyens ou les clés pour s'assurer d'un bon recrutement parce qu'ils ne font pas exprès. Ils font tout pour bien faire. Bien sûr. Tout intérêt. Parce que là, il y a d'autres intérêts, donc c'est pas... voilà. Bien sûr. Donc il faut juste se dire que là, il y a un truc où l'adéquation ne se fait pas. Et encore une fois, et dans les départs, c'est parfois du fait de l'entreprise, mais c'est aussi, d'autres fois, du fait du collaborateur qui dit « je ne suis pas au bon endroit, je m'aperçois que je ne suis pas au bon endroit ». Oui, ça rejoint un peu ce que tu nous disais au début. Il y a des collaborateurs beaucoup plus exigeants sur certains points. Bien sûr. Et voilà, donc ils vont aussi vouloir être bien dans leur entreprise et puis, pas perdre de temps. Et puis aujourd'hui, s'ils sont sur le marché et s'ils rentrent dans une nouvelle entreprise, c'est généralement qu'ils en ont rencontré d'autres aussi. Donc parfois, si finalement, là où ils viennent de rentrer, ils disent finalement, c'est pas si bien que ce que je pensais, et puis que la troisième les rappelle, ils vont peut-être aller là, ils ont peut-être raison d'ailleurs. Donc c'est vraiment un marché qui est à la main des candidats, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas d'autres mots pour l'exprimer, c'est peut-être pas très élégant, mais... Non, mais après que tu trouves un mot plus... Ah, on a souvent utilisé le terme de rapport de force, voilà, mais c'est pas plus élégant. C'est vrai que le rapport de force qui a été favorable aux entreprises a été relativement court. Il a duré la période du Covid et finalement là on revient dans un cycle qu'on a un peu connu, qui était un rapport de force un peu plus favorable aux candidats qui se permettent, ou en tout cas qui ont le choix entre les différents postes et différentes entreprises, sachant qu'eux-mêmes sont exigeants parce qu'en plus ils ont pris le temps de réfléchir à ce qu'ils avaient envie de faire, avec un développement certes dans une entreprise, mais aussi parfois de dire est-ce que finalement je ne me mettrai pas à mon compte pour être définitivement autonome. Alors c'est pas le sujet de l'étude là pour le coup, mais voilà, il y a une vraie réflexion quand même qui est... Et ce qui est important ce que tu dis, c'est que les gens réfléchissent beaucoup plus qu'auparavant sur le sens du projet qu'ils vont rejoindre. Bien sûr. Mais vraiment beaucoup plus. Pas plus tard qu'hier, j'avais une personne qu'on a approché pour un poste d'un certain calibre, je vais dire, enfin un poste d'un certain niveau. Et c'est quelqu'un, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, qui aujourd'hui est indépendante après avoir été salariée pendant longtemps. Et quand je lui ai demandé si elle était ouverte à un truc, elle dit oui, bien sûr, c'est transitoire, je suis indépendant, c'est transitoire. Et je dis qu'est-ce que vous cherchez, quel va être le critère? Elle me dit le sens. Le sens, c'est les engagements de la société que je vais rejoindre. Sur certains sujets qui pour moi sont importants, etc. Et donc c'était vraiment quelque chose de très réfléchi. Et donc elle n'a pas commencé par me parler d'argent, pas commencé par parler de localisation, par me parler de contenu de son job, elle m'a parlé du sens du projet qu'elle veut rejoindre. C'est vrai que ça, on l'avait vu dans certaines études qu'on a pu mener avant Covid. La quête de sens devenait de plus en plus importante avant le Covid, mais là, elle se retrouve complètement exacerbée. Il y a eu un temps de réflexion, je pense, de la part des candidats, des talents, où là, vraiment, ça devient primordial dans le fait de passer sauter le pas. Je pense qu'en plus, elle est, je veux dire, c'est pas très élégant, mais cette notion de quête de sens, elle apparaît désormais sur pratiquement tous les profils. C'est-à-dire qu'au début, on disait c'est la jeune génération qui est en quête de sens. Aujourd'hui, même à un quadra ou autre, après cette période-là, il est aussi en quête de sens parce que finalement, est-ce qu'il s'est retrouvé dans cette période d'un an dans son entreprise par rapport au métier qu'il avait? Peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, du coup, ça veut dire que d'un jeune, on est passé à une population un peu plus expérimentée, voire plus, qui se pose lui aussi des questions sur ce qu'il va faire demain. Et sur quel type d'entreprise il va rechercher s'il est à même effectivement d'être mobile. Et là, il y a un vrai niveau d'exigence, et quel que soit l'âge ou l'expérience de la personne, il y a un vrai niveau d'exigence sur l'alignement. Est-ce que mes valeurs sont alignées avec les valeurs de l'entreprise? Et est-ce que les valeurs affichées sont alignées avec le comportement au quotidien des gens que j'ai autour de moi? Là, aujourd'hui, il y a cette recherche d'alignement entre vraiment ça, et les trois doivent être alignés. Et s'il y a un écart, les gens il y a un risque, les gens n'ont pas au moins qu'avant de frein pour dire attendez là, j'adore le job, je vous aime bien, mais il y a un truc qui se passe pas comme c'est pas ce que j'attends, c'est pas mes valeurs, c'est pas celle que vous annoncez, et donc là ça me va pas. Et je pense que c'est vraiment important. Et là encore, ça peut expliquer une partie des départs aujourd'hui. Une partie des échecs. Des échecs de recrutement. Alors, on a zoomé un petit peu sur les principaux motifs aussi d'échecs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Julien, plus en détail sur les causes d'échecs? Bien sûr. Je veux bien en parler. Non, bien sûr. Alors là, on est sur une perception de l'échec par les dirigeants.
c'est intéressant parce que la perception de l'échec par les collaborateurs, elle serait peut-être pas forcément exactement la même. Hein. Parce que comme le disait Damien, il peut y avoir des collaborateurs, des cadres en l'occurrence, qui partent pour X raisons, et une perception de l'entreprise qui est différente. Bon, sur le manque d'implication et de volume au travail, visiblement, ETI, enfin dirigeants de PME et d'ETI sont assez d'accord. Ce qui est intéressant, c'est plutôt la différence entre la compétence métier et l'inadéquation à l'ADN de l'entreprise. C'est certain que la petite et moyenne entreprise, la PME, par sa structure, va souvent rechercher un métier, une compétence spécifique par rapport à une taille d'entreprise, encore une fois, qui est plus petite et qui donc a vraiment besoin effectivement de ce métier-là. D'ailleurs, c'est pas pour rien que, et on le verra tout à l'heure, mais que les difficultés de recrutement sont encore plus importantes pour les PME qu'elles le sont pour les grands groupes. Bien sûr, il y a une question d'attractivité et de marque, mais c'est aussi parce que justement, elles vont aller chercher un métier qui est très spécifique, et c'est là-dessus où elles ont des difficultés, en tout cas, c'est ce que nous déclarent les dirigeants. À l'inverse, pour les ETI, et on pourrait penser même que pour les grandes entreprises, c'est plutôt l'adéquation à l'ADN de l'entreprise qui va être important. S'il n'y a pas d'adéquation ou de compréhension, je crois que Damien le disait tout à l'heure, hein, de compréhension de ce qu'est la culture d'entreprise, de comment elle fonctionne, ça ne peut pas marcher. Et effectivement, à un moment donné, ça aboutira, entre guillemets, à une séparation. Et pour les ETI, on voit que le poids est plus important dans les critères d'échec, parce qu'on peut être une personne qui a les bonnes compétences techniques, la bonne formation, qui est restée dans ce secteur-là pendant pas mal de temps, s'il ne comprend pas l'ADN de l'entreprise, in fine, ça n'aboutira pas parce que les projets ne pourront pas avancer. Et c'est un peu ce que nous disent les dirigeants des ETI. Voilà. Je ne déclarerai pas pour l'autre raison, parce que je n'ai pas les explications, mais en tout cas pour l'ADN, c'est celle-ci. On retrouve cette notion d'ADN. Du coup, Damien, tu accompagnes régulièrement des entreprises. Est-ce que tu as des conseils ou en tout cas des constats pour justement diminuer ce risque d'échec? Tu nous en as parlé, l'implication aussi tout au long du parcours du recrutement et le plus tôt possible et le plus fréquemment possible de toutes les parties prenantes de l'entreprise. Un alignement aussi aux valeurs de l'entreprise. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments aussi pour accompagner les entreprises, PME et ETI, pour bien recruter et minimiser cet échec auprès des personnes que tu rencontres au quotidien? Une question vaste, hein, parce que je ne sais pas si une réponse unique en fait. Moi, déjà, il y a un chiffre qui m'interpelle un peu, c'est le côté manque de compétences métiers qui est vraiment mis en avant là, dans l'étude. Alors que souvent, moi, ce que je constate, c'est que dans les PME, on recherche des gens qui certes connaissent le métier, mais sont polyvalents. Là où quand on va avoir des tailles de structures qui grandissent, le niveau d'expertise va souvent un peu se réduire. On va chercher quelqu'un qui a une expertise plus forte et on va un peu le cantonner à une expertise. Donc je me l'explique pas bien, mais c'est pas grave. Et donc le fait est que, par contre, le premier point qui est là, qui est mis en avant par les deux, c'est le manque d'implication et de volume de travail, tout comme l'inadéquation de l'ADN de l'entreprise. Si j'additionne les deux, je suis à plus de 50%, je suis à 60%, presque aux 2/3. C'est une question de personnalité. Parce que le volume de travail, c'est lié à sa motivation, c'est lié à son tempérament, c'est lié à l'intérêt que j'ai au job. On revient là tout à l'heure sur les valeurs, etc. Et donc tout ça nous parle beaucoup de personnalité finalement. L'ADN, c'est quoi l'ADN? Est-ce qu'on est une entreprise qu'est-ce qu'on met derrière ADN? Souvent on met une relation au travail, une façon de manager, une relation client, etc. Tout ça, c'est lié à la personnalité de l'individu qu'on va recruter. Est-ce que sa personnalité est en adéquation avec ce qu'on est? Encore faut-il être sûr de ce qu'on est. Hein? Et donc, pour moi, les causes de l'échec, c'est souvent ça. Pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, je vous avais pensé que je me répète, mais c'est une forme de pédagogie, la répétition. Vraiment, je pense que tout ça nous parle finalement de la capacité en amont dans l'entreprise d'être clair sur ce que l'on est, d'être clair sur nos attentes quand on recrute quelqu'un, non pas uniquement en termes de formation et d'expérience, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi sur ce qu'on appelle les soft skills. Donc, qu'est-ce que je vais chercher? On peut modéliser qu'est-ce que je vais chercher. Mais encore faut-il avoir les capacités ensuite de mesurer que c'est bien ça qui caractérise la personne que l'on a en face de nous. Et donc, d'ailleurs, les plus beaux recrutements, et ça revient peut-être un peu à ça, c'est parfois des recrutements un peu décalés, où la personne n'a peut-être pas, elle coche peut-être pas toutes les cases, pour employer un terme familial, elle coche peut-être pas toutes les cases des compétences parfaitement, etc. Mais elle a une telle personnalité, un tel engagement, une telle capacité à apprendre, un tel potentiel, qu'elle va être bien meilleure que quelqu'un qui cocherait toutes les cases, mais qui n'est pas en adéquation avec l'ADN, mais qui ne va pas au volume d'implication et d'engagement dans son travail. Et un moyen d'ailleurs, quand il y a une pénurie de candidats, un moyen de
d'arriver à trouver des collaborateurs d'un bon niveau qui vont aider à faire développer l'entreprise, etc., c'est de s'ouvrir. C'est de s'ouvrir sur quoi? C'est de s'ouvrir sur l'aspect formation-expérience. Mais je peux faire ça que si je suis à l'inverse fermé sur l'aspect adéquation avec le projet, sur l'aspect personnalité, etc. Donc, moi, je prône une très grande ouverture sur les profils, hein, et la diversité fait partie de ça aussi. Diversité dans tout, hein, tout ce qu'on peut imaginer à la diversité, mais aussi la diversité de formation, diversité d'expérience, etc. Par contre, je pense qu'il faut être encore plus exigeant que ce qu'on l'est souvent sur les aspects soft skills, potentiel, personnalité. Comment il va se comporter chez moi? Comment il va être impliqué? Est-ce qu'il correspond à notre ADN ou pas? Et pour ça, il faut modéliser tout ça, et puis il faut avoir des moyens de mesurer, parce que si on fait que sur des déclaratifs, c'est un entretien comme on aurait dans un salon, une conversation sympathique, qui présage en rien de la capacité de la personne à réussir, qui présage en rien de la réalité. On distingue souvent, hein, quand on fait de la psycho, on distingue la personnalité apparente de la personnalité réelle. Et quand on est en entretien, ce qu'on montre à voir, c'est la personnalité apparente. Dans les pièces de théâtre auparavant, il y avait 7 personas. Vous mettiez un masque, et le public savait, en fonction du masque que vous portiez, quelles allaient être vos réactions. Mais il y a des entretiens où les gens ils viennent avec leur masque. Ils viennent voir Carole, recruteuse, et ils présentent le masque, ils pensent que c'est le second masque pour être recruté. Oui, bah, ce reflet-là qu'on veut donner. Ouais. Et l'entreprise porte un masque aussi. Bien sûr. Ouais. Et puis quand on fait tomber les masques pendant la période d'essai, parfois on a des bonnes surprises. Puis parfois on s'aperçoit que finalement, il n'y avait pas adéquation entre c'est tout ça qu'il faut essayer, c'est tout ça qu'il faut essayer de creuser au maximum dans le processus. En amont pour éviter. En amont dans le processus. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire, parce qu'en effet, c'est ce qu'on fait avec nos clients, puisque ça y est, on le fait. Et on voit bien d'ailleurs que du coup, pour revenir au taux d'échec qu'on voyait tout à l'heure, on a un taux d'échec qui est bien moindre que celui-là, en général chez nos clients, mais parce qu'on s'intéresse à ça, mais qui est marqué là. Hein, si je prends, ça fait 60 et quelques %. Et c'est ça les causes des échecs finalement. Et c'est pas facile pour quelqu'un qui est opérationnel, pour quelqu'un qui est pris par l'échéance. J'étais encore tout à l'heure avec un client avec les 2 dirigeants d'une belle entreprise. Et voilà, il y a quelqu'un qui est DG d'une BU, qui s'en va, ils savent qu'il part en janvier. Entre maintenant et janvier, il y a une forme d'urgence. Donc à quel moment je mets cette urgence de côté pour me dire c'est quelque chose qui est important. Et tant pis si la personne elle n'est pas là exactement à la date, et s'il y a un moment où il n'y aura personne, on prend un manager de transition, ou on trouve quelqu'un en interne, ou on bouche les trous. Mais est-ce que parfois l'urgence ne prend pas le pas sur l'important? Ou est-ce que par pénurie de candidats, je vais prendre quelqu'un par défaut qui finalement va être malheureux dans l'entreprise et pas adapté à ce que je veux, puis ça va finir. Bon, bref. Donc, je pense que vraiment, et c'est tout ce qui fait le charme de notre métier, c'est tout ce qui fait sa difficulté aujourd'hui. Parce qu'à l'entrée, si on n'est pas ouvert, on a vraiment du mal à générer des candidatures. Et ça, donc il y a cette nécessité, elle est le plus loin possible, à la fois sur les compétences techniques et sur les compétences plutôt comportementales pour aller voir un petit peu, détecter un potentiel futur, quoi. Et toujours, Julien, dans les difficultés de recrutement, tu as quelques chiffres en plus pour… Oui, c'est un peu la synthèse de ce qu'on venait de dire très rapidement, c'est qu'effectivement, il y a des difficultés de recrutement, hein, clairement, qui expliquent ce taux d'échec. On voit que dans les dernières données qui nous ont été effectivement données. Sur le premier trimestre 2021, il y avait à peu près un peu plus de 40% des entreprises qui avaient des difficultés de recrutement, de mémoire 47. Sur T2, on est à 58. Et lorsqu'on pose la même question aux entreprises sur le T3, donc effectivement qui va bientôt se finaliser, on en est à 72% qui pensaient avoir des difficultés à recruter sur ce 3e trimestre. Alors c'est toujours un peu plus bas, mais néanmoins on voit que ce chiffre est très important. Alors ça s'explique aussi parce que même s'il y a un contexte économique qui est plutôt bon, il y a encore des candidats qui sont un tout petit peu hésitants et qui se posent des questions et qui sont exigeants. Et c'est en ça que je trouve le graphique sur la droite assez intéressant. C'est la perception du changement d'entreprise entre risque et opportunité. Pendant longtemps, et on peut l'expliquer très facilement, compte tenu du contexte, ça a été perçu comme un risque. Là, on voit qu'on revient vers au middle, j'allais dire, entre risque et opportunité. Hein, et même pour le coup, la notion d'opportunité repasse en devant à 51%. Mais on voit quand même que 51-49, on n'est pas encore en année présidentielle, mais 51-49, c'est une année et c'est une élection qui peut être quand même compliquée. Donc voilà, ça explique aussi pourquoi il y a des difficultés de recrutement. C'est que même le candidat, il est exigeant, il se pose aussi des questions et derrière, oui, il y a un risque. On a parlé de la période d'essai tout à l'heure. Est-ce que ça va correspondre à ce que j'attends réellement? Voilà,
Donc ça s'explique pourquoi aussi il y a des difficultés et pourquoi il y a des échecs. C'est que même le candidat lui-même, forcément, se pose des questions par rapport à ça. Alors là, on arrive un peu plus sur les profils recherchés. Oui. Est-ce que tu peux nous dire la lecture de ces chiffres en Bien fonction que l'on soit plutôt ETI ou PME? Quel genre de profil est-ce qui est recherché par les entreprises? Alors, globalement, entre les ETI et les PME, ils sont assez d'accord. Ils vont plutôt favoriser un potentiel plutôt qu'une compétence fonctionnelle. Alors oui, il y a une différence. Puisqu'on est à 80% pour les ETI sur un potentiel versus 71 et 20 versus 29%. Donc il y a un écart, mais j'ai envie de dire quand on est dans ces pourcentages-là, à 80 ou 71%, il y a quand même un accord entre les deux typologies d'entreprises pour aller plutôt rechercher un potentiel. Ce qui est intéressant quand même, c'est de se dire que les mêmes dirigeants de PME nous ont dit que l'une des principales causes d'échec, c'était la problématique d'avoir un manque de compétences métiers. Donc on revient quand même sur la notion de fonctionnel. Et par ailleurs, ils nous disent, moi je recherche plutôt un potentiel. Donc là, il y a quand même un décalage. Bon, alors c'est vrai que c'est normal, ça reste une étude, ça reste une déclarative, ça reste aussi potentiellement une personne qui se voile entre guillemets la face et qui se dit, oui, on va chercher un potentiel. On va aller chercher des soft skills, on va aller chercher quelqu'un qui s'intègre. Mais en fait, finalement, la première chose que nous dit le dirigeant, notamment de PME, quand l'échec apparaît, c'est parce que en fait, c'était pas la bonne compétence métier. Donc voilà, je suis pas mal à l'aise sur l'analyse de ce slide-là, mais il est intéressant quand même de le mettre en perspective par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment, même si effectivement il nous déclare c'est un potentiel que je recherche plus qu'une compétence fonctionnelle. Donc on arrive à la fin de cette étude. Donc peut-être pour conclure, on voit en début de webinaire, on a vu qu'on avait des perspectives économiques favorables avec des recrutements de cadres à la hausse, mais pour autant des difficultés à recruter. Est-ce que vous avez peut-être le mot de la fin sur ces tendances que l'on peut voir à travers à la fois les chiffres marchés et ce baromètre? Damien, je ne sais pas si tu... Je vais pas être d'accord avec toi, Julien, pour la fin, c'est bien comme ça. Non, mais... Non, j'ai pas encore totalement la synthèse, mais c'est vrai que si on regarde l'ensemble des données, on voit que le marché de l'emploi est plutôt dynamique. Si je regarde en tant que directeur des études, toutes les études qu'on a pu voir apparaître, je me dis la période a été quand même assez courte, ça a duré un an où on a complètement changé notre discours avec un rapport de force qui était différent. Et puis là, on revient dans un discours qui était celui pré-Covid. Et j'ai tendance à dire qu'il est presque pré-renforcé, enfin qui est même renforcé. C'est-à-dire que les candidats sont encore plus exigeants, mais ils sont exigeants à la fois par rapport à la typologie du poste, mais ils sont exigeants aussi par rapport au sens, et ils sont exigeants sur, en plus, d'autres critères qui sont apparus pendant ce Covid, le télétravail. Donc, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, attirer un candidat va rester toujours aussi complexe. Le fidéliser, enfin le faire venir pour passer l'entretien va rester aussi complexe, et le fidéliser le sera. Alors, je ne préjuge pas de ce que sera l'avenir, d'une énième évolution du contexte sanitaire, mais en tout cas, c'est le cas. Et c'est sûr qu'être accompagné dans ce contexte-là par des experts, alors dans le cadre des PME et des ETI, ça peut être bien sûr des chargés de recrutement, des DRH, mais potentiellement aussi l'aide à un service tiers, et notamment des cabinets de recrutement qui peuvent aider dans ce process de recrutement. Ce n'est pas pour lancer effectivement des fleurs, bien sûr, à Damien, mais voilà, on sent bien que par rapport à une complexité du marché de l'emploi et par rapport à une complexité aussi du candidat, voilà, être accompagné, c'est aussi un moyen de minimiser le risque, même s'il y a toujours un risque, parce que c'est une rencontre entre un candidat et un recruteur, et qu'elle peut évoluer en plus dans le temps. Voilà pour ma synthèse. Alors ce que je voulais dire, Julien, c'est que sur le slide d'avant, la majorité des PME privilégient la recherche d'un potentiel par rapport aux compétences fonctionnelles. C'est sur ce slide-là que je n'étais pas d'accord avec toi. Dans le sens où je pense que c'est les deux en fait. C'est-à-dire là, on oppose deux choses qui en fait sont complémentaires. L'entreprise, elle cherche quelqu'un qui d'un point de vue a des compétences fonctionnelles, c'est-à-dire pourra faire le job qu'on demande. Et maintenant, à compétences égales, ils vont privilégier très largement celui qui a du potentiel, qui sera évolutif, etc. Je pense que c'est ça aussi la signification de ce slide. Mais ce n'était pas la conclusion. Alors pour conclure, Carole, non, je pense qu'effectivement, le marché évolue. Et comme on en a parlé plusieurs fois, on a éclairé ça tout à l'heure. La réalité, c'est que toutes ces évolutions en profondeur, elles se font dans une économie, pour revenir à ce qu'on a dit au début, qui va mieux. Et donc, quelque part, tant mieux. Tant mieux que les candidats soient plus challengeants vis-à-vis des entreprises, tant mieux qu'ils recherchent un aliment plus fort dans les valeurs,
tant mieux que les entreprises soient plus exigeantes aussi, etc. Parce que tout ça tire tout ça vers le haut finalement. Et donc, moi je suis plutôt optimiste sur les 3-4 ans qui viennent, sur le marché et pour l'emploi des cadres. Regardez plus loin, c'est toujours difficile. Hein. Déjà 3-4 ans, je me suis prononcé un peu fort, mais en tous les cas, on voit là que nous, il y a cette tendance-là. Et encore une fois, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Et donc ça tire tout le monde vers le haut. Ça professionnalise certaines choses. Et on voit bien tout à l'heure, dans tous ces slides, qu'on est un métier où il y a vraiment deux dimensions. Une dimension générer des candidatures, puis une dimension évaluation. Et donc, en ce moment, ce qu'on met en exergue, c'est les deux. C'est de la capacité à générer des candidatures, mais aussi à évaluer, parce que sinon, on perd des candidats en cours de route. Donc voilà, mais moi je trouve que il y a eu des temps moins sympas. Depuis quelques années que je fais le métier, depuis une quinzaine d'années, il y a eu des temps moins sympas et aujourd'hui c'est partie des moments sympas. Mais il faut être réaliste sur le fait que dans quelques années, il y aura une inversion. Puisque le marché de l'emploi est cyclique. Voilà, c'est ça, on est sur des cycles. Voilà. Donc là, on est dans le bon cycle Voilà, de on est nouveau. dans le bon cycle de nouveau. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Merci Damien d'avoir pu nous Carole. éclairer aussi sur ce que tu pouvais vivre au quotidien. Merci Julien de nous avoir éclairé sur les résultats de cette étude. Et puis merci aussi de nous avoir suivis à tous et je vous dis à très bientôt.